Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par le professeur David Gibbs, professeur d'histoire à l'Université de l'Arizona. Donc oui, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'avoir invité à nouveau, Glenn. Je voulais discuter avec vous aujourd'hui de l'évolution des guerres par procuration et aussi de la façon dont, on peut le dire, l'évolution d'une position pro-guerre à gauche a connu des développements intéressants. J'ai vu des articles que vous avez écrits à ce sujet, à la fois sur la guerre en Afghanistan dans les années 80, mais aussi bien sûr sur les guerres de Yougoslavie. Je pensais que vous pourriez peut-être commencer par la provocation des États-Unis envers l'URSS en Afghanistan. Car après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a déclaré que beaucoup de gens se tournaient désormais vers le modèle afghan. Elle a dit cela sur MSNBC, ou en tout cas. Et bien sûr, elle faisait allusion à l'idée que nous pouvons utiliser l'Ukraine pour épuiser ou saigner les Russes. La leçon tirée de l'Afghanistan, ou du moins la leçon qu'ils mettent en avant aujourd'hui, était qu'ils pouvaient saigner les Soviétiques et que cela mènerait à leur destruction. Ainsi, beaucoup de gens ont vu l'Ukraine de la même manière, comme un moyen de saigner les Russes. Cependant, on peut aussi observer d'autres similitudes historiques, où provoquer une guerre est perçu comme une opportunité. Je me demandais si vous pouviez développer ce point. Eh bien, plusieurs choses. Pour situer le contexte, il s'agissait de la défaite américaine au Vietnam. Les États-Unis avaient perdu la guerre du Vietnam en 1975. Cela a porté un coup énorme à la crédibilité américaine, non seulement à l'international, mais aussi sur le plan intérieur. L'opinion publique n'était tout simplement plus disposée à accepter l'idée de nouvelles aventures à l'étranger. Parallèlement, au sein des élites, on assistait à la montée du néoconservatisme, l'idée qu'il fallait compenser les échecs du Vietnam, réaffirmer la puissance américaine et maintenir des dépenses militaires élevées, entre autres. On estimait qu'il fallait choquer l'opinion publique américaine avec ce qu'un néoconservateur a appelé un événement de type Pearl Harbor, quelque chose d'assez bouleversant pour que la population adhère à l'idée d'une nouvelle phase de la guerre froide. Et cet événement de type Pearl Harbor fut l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui eut lieu en décembre 1979, après une prise de pouvoir, un coup d'État, par le Parti communiste afghan local appelé le PDPA en 1978. Une guerre civile complexe au sein de l'Afghanistan fut suivie par une invasion soviétique à la fin de 1969. Et ce qui était remarquable avec l'Afghanistan, c'est que personne n'en savait rien. La base d'information publique était pratiquement nulle. Donc on pouvait raconter au public tout ce qu'on voulait. La version officielle donnée au public, je m'en souviens très bien, je suis assez âgé pour m'en rappeler, était que l'Afghanistan était l'un des endroits les plus stratégiquement vitaux de la planète. Et c'est pour cela que les Soviétiques l'avaient envahi, que c'était totalement non provoqué. Non provoqué, c'est ce qu'on entendait sans cesse. Très similaire à l'Ukraine à cet égard. Non provoqué et stratégiquement vital. Cela anticipait une expansion soviétique mondiale. Aujourd'hui, on parle d'expansion russe, pas mondiale, mais on prétend qu'ils vont prendre le contrôle de l'Europe, qu'ils vont occuper le sud de la Suède, qu'ils vont peut-être marcher jusqu'à l'Atlantique. Qui sait? Une rhétorique très similaire, voire encore plus extravagante, a accompagné l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et cela a été considéré, là encore, comme stratégiquement vital. J'ai donc passé de nombreuses décennies à parcourir les archives à ce sujet, les archives des États-Unis comme de l'Union soviétique, je précise, en remontant jusqu'aux années 1940. Les archives soviétiques, d'ailleurs, sont désormais disponibles en anglais grâce au Woodrow Wilson Center.
Il existe donc une base d'informations très vaste. Et ce que cela montre, c'est que l'Afghanistan n'a absolument aucune importance stratégique pour les États-Unis, et ce depuis des décennies. Les responsables américains n'ont cessé de le répéter, l'Afghanistan n'a aucune importance stratégique. C'est un pays sous-développé, très éloigné de la mer. À un moment donné, en 1956, un document de la CIA posait la question hypothétique suivante. Que se passerait-il si les Soviétiques envahissaient l'Afghanistan? Ils savaient que cela était très improbable, mais supposons à titre d'hypothèse que cela arrive. Et la réponse était que les États-Unis, en gros, ne feraient rien parce que l'Afghanistan n'a aucune valeur stratégique. En 1973, il y a eu un article à la une du Wall Street Journal, le seul article en première page, je crois, dans un grand journal jusqu'à ce moment-là. Il s'intitulait « Les Soviétiques convoitent-ils l'Afghanistan? Si oui, il est difficile de savoir pourquoi. » L'article décrivait l'Afghanistan comme une vaste étendue de désert sans valeur pour quiconque. Mais les responsables américains reconnaissaient que c'était important pour les Soviétiques parce que c'était à leurs frontières, juste à leurs frontières. Et à cause de cela, ils ont mis en place une grande campagne d'aide pour fournir une aide économique. Et les Américains disaient que ce n'était pas une campagne très menaçante. L'Afghanistan était neutre. On le comparait à la Finlande, à l'ancienne Finlande, neutre. On l'appelait la Finlande du tiers-monde. Et les Soviétiques n'avaient aucun intérêt pour un Afghanistan communiste. Ils voulaient un Afghanistan neutre. Je ne vais pas entrer dans les détails de la déstabilisation de l'Afghanistan. C'est une très longue histoire. Elle a été en grande partie provoquée par les États-Unis, je dois le préciser. Henry Kissinger a décidé en 1973 de lancer un soulèvement en Afghanistan pour menacer le gouvernement, pour montrer la puissance américaine, malgré le fait que nous étions en train de perdre la guerre du Vietnam. Les États-Unis devaient intervenir quelque part. L'Afghanistan était disponible. Cela a déstabilisé le pays, menant à un coup d'État en 1968, puis à une guerre civile entre 1968 et 1969, et finalement à l'invasion soviétique. Et au final, il s'avère que les Soviétiques, nous le savons désormais, ne voulaient pas envahir. La position américaine était les Soviétiques étaient désireux d'envahir parce qu'ils voulaient s'étendre à l'échelle mondiale, et que cela constituerait un tremplin vers le Golfe Persique. Ils prendraient d'abord le contrôle de l'Afghanistan, puis du Golfe Persique, puis du monde entier. C'était la position officielle. Et personne ne contestait cela, car il n'y avait pas de véritables informations sur l'Afghanistan. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'un acteur clé dans l'escalade de la guerre en Afghanistan était le conseiller à la sécurité nationale du président Kerr, Zbigniew Brzezinski, qui pendant 25 ans avait été professeur de sciences politiques à l'université Columbia et avait beaucoup publié sur les relations internationales. Et plus tard, en tant que conseiller à la sécurité nationale, il a insisté sur le fait que l'Afghanistan était d'une importance stratégique vitale. Ce qui est intéressant, c'est que pendant plus de 25 ans, il n'y a pratiquement aucune mention de l'Afghanistan dans les travaux de Brzezinski, ce qui souligne qu'il ne considérait pas ce pays comme très important. Et de toute façon, il y a cette invention propagandiste selon laquelle l'Afghanistan était stratégiquement important parce qu'il fallait choquer l'opinion pour augmenter le budget militaire. Je vais m'arrêter un instant pour voir si vous souhaitez poser une question ou intervenir. Eh bien, je me demandais si vous pouviez évoquer l'interview de Brzezinski. Brzezinski, encore une fois, si l'on veut faire le lien avec l'époque actuelle, il est intéressant de noter que Brzezinski a écrit la suite de la théorie du Heartland de Mackinder je crois que c'était en 1997, lorsqu'il a publié le livre Le Grand Échiquier. Et c'était en fait une sorte de recette pour faire avancer et aussi consolider le moment unipolaire.
Brzezinski a été un acteur clé pendant des décennies. Il est né en Pologne, et je pense qu'il était instinctivement anticommuniste. Il a développé des liens très étroits avec des cercles militaristes extrêmes à partir des années 1970. Mais il a aussi vu, il a aussi vu que, donc, dans ce moment unipolaire, pour le maintenir, il était important encore une fois d'affaiblir les rivaux, la Russie étant le principal. Donc bien sûr, dans son travail, il a fait de l'Ukraine, séparer l'Ukraine de la Russie, l'objectif principal. Mais oui, en dehors de cela, si l'on remonte aux années 70 et 80, il était là pour armer les Moudjahidines en Afghanistan. Mais il a donné une interview une fois, parce que toute l'idée était que les Russes, comme tu l'as dit, avaient envahi sans provocation. Mais il a donné une interview en tant qu'acteur principal là-bas, ce qui contredisait tout ce récit qu'ils avaient construit. Permettez-moi de donner un peu plus de contexte ici. Donc en 1968, il y a eu un coup d'État communiste qui a résulté d'une déstabilisation prolongée commencée plus tôt, et il y a eu une prise de pouvoir communiste en Afghanistan. Le PDPA est arrivé au pouvoir, mais il était très mal préparé à cela et très divisé en factions. Ils ont mis en place une série de réformes pour lesquelles le pays n'était pas prêt et qui étaient offensantes pour le caractère islamique très, très conservateur de la population rurale. Cela a entraîné une guerre civile à grande échelle. L'Afghanistan a effectivement une tradition de résistance des zones rurales contre le gouvernement central, et ils sont très fiers de leur indépendance, malgré leur pauvreté. Et beaucoup de gens en Afghanistan, vous savez, n'avaient pas d'armes lourdes, mais un armurier au Pakistan fabriquait des copies du fusil britannique Lee Enfield de la Première Guerre mondiale, et de nombreux hommes afghans avaient des Lee Enfield rangés chez eux. Donc ils sortaient leur Lee Enfield et commençaient à tirer sur les communistes afghans lorsqu'ils apparaissaient dans le village. Cela a mené à une guerre civile dans le pays, une guerre civile très diffuse et désorganisée. Les personnes qui s'opposaient au gouvernement étaient appelées de façon générale les Moudjahidines, mais ce n'était pas un groupe unique. Il y en avait beaucoup. Néanmoins, ils bénéficiaient d'un soutien populaire. Les communistes, eux, n'étaient pas populaires. Ils étaient très mal préparés à exercer le pouvoir. Ainsi, il y a eu essentiellement 18 mois pendant lesquels les Soviétiques étaient, et nous le savons aujourd'hui grâce à des documents soviétiques et américains, très peu maîtres de la situation au sein du Parti communiste afghan. Ils n'ont pas encouragé, il n'est même pas certain qu'ils voulaient que le Parti communiste prenne le pouvoir. Ce n'est pas du tout évident. Et lorsque le parti a effectivement pris le pouvoir, les Soviétiques ont été très consternés par les réformes entreprises qui semblaient déstabilisatrices. La position soviétique était « Nous ne voulons pas d'un Afghanistan socialiste. Il n'est pas prêt pour le socialisme. » C'était leur point de vue. En d'autres termes, l'image présentée par Brzezinski, selon laquelle les Soviétiques étaient désireux de rendre l'Afghanistan communiste, n'est pas exacte. Ils étaient impatients de faire de l'Afghanistan une nouvelle Mongolie. Les documents ne montrent absolument pas cela. Les Soviétiques ont fait preuve de beaucoup de retenue. Ils cherchaient à écarter du pouvoir les factions les plus radicales du Parti communiste, dirigées par le ministre des Affaires étrangères, Hafizullah Amin. Il était considéré comme un extrémiste incontrôlable, et les Soviétiques voulaient réduire son influence. Ils souhaitaient intégrer des éléments non communistes au gouvernement. En somme, leur objectif était simplement de stabiliser l'Afghanistan. Ce qui est particulièrement frappant durant toute cette période, c'est que les communistes afghans recevaient une aide soviétique sous forme d'assistance militaire et de formation, mais que les Soviétiques refusaient d'envoyer des troupes.
À plusieurs reprises, encore et encore, les communistes afghans n'ont cessé de supplier les soviétiques d'envoyer des soldats soviétiques réguliers en Afghanistan. Ils disaient « Nos soldats ne sont pas fiables. S'il vous plaît, envoyez des soldats soviétiques. » Et les soviétiques ont refusé à maintes reprises. Il y a un événement très intéressant qui s'est produit. J'en parle en détail parce que l'idée générale est que cette intervention était non provoquée, que les soviétiques voulaient s'emparer de l'Afghanistan. Les documents montrent exactement le contraire. En mars 1969, il y a eu un effondrement majeur de l'ordre à Herat, qui est, je crois, la troisième plus grande ville d'Afghanistan, au cours duquel toute une division de l'armée afghane a fait défection aux Moudjahidines avec leur équipement. Et il semblait qu'il pourrait y avoir un effondrement général de toute la situation militaire. Le comité central soviétique s'est réuni en session d'urgence. Brejnev n'était pas présent, il était trop malade, mais toutes les autres figures de premier plan, le chef du KGB Andropov, le ministre des Affaires étrangères, Gromyko, Ustinov, le ministre de la Défense, étaient tous réunis. Nous avons le compte-rendu de cette réunion. La conclusion de la réunion, sur laquelle ils étaient tous d'accord, était qu'ils ne pouvaient pas envoyer de forces soviétiques en Afghanistan, car cela signifierait que des soldats soviétiques devraient tirer sur des civils afghans, et cela donnerait une image terrible. Cela signifierait la fin de la détente avec les Américains que les Soviétiques voulaient préserver. Ils ont donc refusé. Ils sont restés fermes. Ils ne voulaient pas envahir l'Afghanistan, contrairement à ce qui a été dit par la suite. Ils n'étaient pas du tout désireux d'envahir l'Afghanistan. Qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis? Deux choses en fin de compte. Tout d'abord, les Soviétiques voulaient écarter Hafizullah Amin du pouvoir. Et ils avaient prévu un coup d'État contre Amin. Ils voulaient donner tous les pouvoirs à un président très faible, nommé Nur Mohammad Taraki. Amin a eu vent de ce coup d'État, alors il a lancé un coup d'État préventif et a pris le pouvoir. Il a tué le président Taraki et s'est emparé de tous les pouvoirs. Les Soviétiques étaient consternés par cela, car ils n'avaient jamais fait confiance à Amin. Il avait étudié aux États-Unis et, selon certains rapports, il avait eu des contacts avec un groupe de façade de la CIA pendant son séjour aux États-Unis, ce qui rendait les Soviétiques très méfiants. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve qu'il travaillait réellement pour la CIA, mais les Soviétiques ne le savaient pas. De plus, Amin a ensuite commencé à rencontrer des diplomates américains dans le dos des Soviétiques, suggérant une sorte d'alliance avec les États-Unis. Il a également accordé une interview publique au Los Angeles Times, dans laquelle il a déclaré que l'Afghanistan essaierait d'élargir sa base de soutien, non seulement à un pays, mais à plusieurs. Et tout le monde, les Soviétiques savaient bien ce que cela signifiait, bien sûr. Je suis donc certain que cela a été un facteur très important dans leur invasion. Mais il y avait un autre facteur que vous venez de mentionner, à savoir que les États-Unis ont délibérément provoqué l'invasion. La manière dont ils l'ont fait, c'est que le 3 juillet 1969, le président Carter a signé ce qu'on appelle une finding de la CIA, une autorisation secrète permettant à la CIA d'apporter un soutien militaire non létal, ce qui je pense signifie tout sauf des armes à feu et des balles, aux Moudjahidines pour la première fois en secret. Officiellement, les États-Unis ne faisaient pas cela et niaient fournir ce type de soutien, mais en privé, ils le faisaient. Ce n'était cependant pas un secret pour les Soviétiques. Les opérations clandestines sont rarement secrètes pour le pays ciblé, et les Soviétiques, bien sûr, l'ont découvert, ce qui, je suppose, était intentionnel. Et je suis sûr que la combinaison de ces deux variables, la consolidation du pouvoir par Amin, associée à la décision américaine de soutenir les Moudjahidines,
a rendu les Soviétiques très paranoïaques. Les Américains envisageaient d'établir des bases en Afghanistan ou quelque chose de ce genre à leurs frontières. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'envahir, je pense. Je vais vous donner un peu plus de détails sur la provocation américaine ici. Avant cela, juste un peu de chronologie. L'invasion a eu lieu la veille de Noël 1979, lorsque des forces de commando soviétiques, les Spetsnaz, ont été héliportés à Kaboul. Ils ont tué Amin. C'est l'une des premières choses qu'ils ont faites, tuer le chef du Parti communiste, soulignant ainsi le fait que les Soviétiques n'avaient pas le contrôle de la situation à Kaboul. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont envahi. Ensuite, ils ont mis au pouvoir un Afghan beaucoup plus favorable à leurs intérêts, nommé Babrak Karmal. Et Karmal a signé une autorisation pour une occupation soviétique à grande échelle du pays, qui a duré 9 ans. Très bien. Maintenant, un peu plus de détails sur la provocation américaine. Comme vous l'avez noté, Brzezinski a accordé en 1998 une interview au magazine français Le Nouvel Observateur. Elle a été publiée en français, puis traduite. J'ai publié une traduction en 2000 dans une revue académique, et cela a attiré un certain intérêt. Ce que cela montre, c'est que Brzezinski s'est plus ou moins vanté, non pas une fois mais à plusieurs reprises, d'avoir délibérément provoqué l'invasion. Il l'a fait intentionnellement parce qu'il voulait impliquer les Soviétiques dans ce qu'il appelait le piège afghan. Il a également déclaré, concernant le motif, qu'il voulait se venger du Vietnam. Les Américains étaient encore très en colère d'avoir perdu la guerre du Vietnam, et il en tenait les Soviétiques pour responsables, puisqu'ils soutenaient bien sûr les communistes vietnamiens. Je pense qu'un autre motif que Brzezinski ne mentionne pas est qu'il voulait un moment, Pearl Harbor, pour effrayer l'opinion publique et la pousser à soutenir un changement généralisé de la politique étrangère vers une nouvelle phase de la guerre froide, ce qui a été accompli. Les dépenses militaires ont augmenté. C'est d'ailleurs un mythe de croire que le passage à une nouvelle guerre froide s'est produit sous Reagan. Ce n'est pas sous Reagan que cela s'est produit, c'est sous Carter. Et c'est l'Afghanistan qui a servi de justification. Et Brzezinski se vante d'avoir contribué à orchestrer tout cela, et admet plus ou moins qu'il a menti au public. Je me souviens qu'à l'époque, les Soviétiques disaient qu'ils envahissaient. Ils disaient « Nous avons envoyé des forces en Afghanistan pour contrer l'intervention des États-Unis et de l'Occident dans le pays. » Et personne ne les croyait. Je ne les croyais pas à l'époque, mais c'était vrai. Les États-Unis intervenaient et mentaient à ce sujet au public. Cela a été confirmé. L'interview de Brzezinski a été confirmée à plusieurs autres endroits. Plus tard, un historien britannique nommé Jonathan Haslam, de l'université de Cambridge, a rapporté dans un livre qu'il avait dîné avec le lieutenant-général William Odom, qui était à l'époque le principal aide militaire de Brzezinski. Et ce que Odom lui a dit, tel que cité dans son livre, c'est qu'Odom a été le premier à informer Brzezinski de l'invasion. Lorsqu'il a informé Brzezinski de l'invasion, la première chose que Brzezinski a faite a été de lever le poing en signe de triomphe et de dire « Ils ont mordu à l'hameçon ». Ils ont mordu à l'hameçon. C'est très clair ce que cela signifie. Vous avez donc deux sources différentes qui vont exactement dans la même direction. L'interview au Nouvel Observateur et les déclarations du lieutenant-général Odom. Enfin, Brzezinski, dans ses mémoires publiés en 1983, parle de l'invasion de l'Afghanistan avec une certaine satisfaction, notant qu'elle a permis un changement de politique dans une direction plus dure qu'il favorisait. Donc en résumé, nous avons plusieurs sources d'informations, toutes pointant vers une provocation. Avant que vous n'interveniez, permettez-moi d'ajouter un point supplémentaire. Il y a un historien irlandais nommé Conor Tobin, qui a publié dans Diplomatic History et a tenté de discréditer l'entretien du Nouvel Observateur.
mais sa tentative de discrédit était très faible. Il a relevé une erreur dans le titre de l'article du Nouvel Observateur. Et il y avait effectivement une erreur dans le titre, mais le problème, c'est que toute personne ayant la moindre connaissance du journalisme sait que le titre est choisi par le rédacteur en chef à la dernière minute et qu'il est toujours considéré comme la partie la moins fiable de tout article de presse. Et soit dit en passant, le Nouvel Observateur, pour ceux qui connaissent la scène intellectuelle française, est l'une des publications les plus prestigieuses en France. Un autre point mentionné par le professeur Tobin était que Brzezinski a ensuite désavoué cet entretien et a affirmé ou laissé entendre qu'il avait été mal cité. Le problème, c'est que ce désaveu est intervenu 14 ans après l'entretien et qu'il a eu lieu après que Brzezinski ait essuyé de nombreuses critiques à ce sujet, ce qui laisse planer un doute quant à la sincérité de ce désaveu. De plus, l'élément crucial est que l'entretien a été en grande partie corroboré par le général Odom. Donc tous les éléments indiquent que cette interview était tout à fait authentique et précise et que nous disposons de preuves solides de provocation ici. Encore une fois, l'analogie avec l'Ukraine est évidente. L'invasion de l'Ukraine par les Russes a été qualifiée de non provoquée. Nous avons vu cela encore et encore. Nous l'avons entendu des centaines de fois, littéralement des centaines de fois, si vous regardiez sur Internet. En réalité, bien plus que des centaines de fois. Des milliers, voire des dizaines de milliers de fois sur Internet. Et c'était la même chose en Afghanistan. On disait aussi que c'était non provoqué. Mais maintenant, nous savons que l'invasion de l'Afghanistan a été provoquée, tout comme bien sûr l'invasion de l'Ukraine. Mais laissez-moi m'arrêter ici pour voir si vous souhaitez ajouter quelque chose. Eh bien non, je me souviens avoir lu cette interview et Brzezinski avait dit quelque chose comme « Maintenant, nous pourrions donner aux Soviétiques leur Vietnam ». Et c'était un peu l'idée que nous les attirions, qu'ils ne puissent pas s'en sortir, et que nous ayons l'opportunité de les saigner progressivement. Mais pour moi, l'idée que les Russes, enfin, à l'époque, les Soviétiques, le voulaient aussi, était encore une fois très fausse. Et il y a encore plus de preuves en ce sens que les Soviétiques n'ont jamais voulu envahir l'Afghanistan. Et c'est aussi la même chose avec l'Ukraine, car on nous dit également que c'est un rêve de conquérir l'Ukraine, et qu'une fois qu'ils auront terminé, ils passeront à autre chose. Mais dans cette note de William Burns en 2008, il écrit très explicitement que si une guerre civile devait éclater à la suite d'une tentative d'élargissement de l'OTAN, les Russes utiliseraient alors probablement la force militaire. Mais il ajoute ensuite quelque chose, que c'est quelque chose que Moscou ne veut pas faire. Il souligne donc même que ce serait à contre-cœur. C'est parce qu'il considérerait que le statu quo est perdu et qu'ils ne peuvent pas se permettre que de nouvelles réalités leur soient imposées. Mais l'idée qu'il voulait cela, que c'est une guerre qu'il désirait, est clairement prouvée comme étant fausse. Cela devient vraiment un cas d'école de propagande politique, à mon avis. C'est exact. Plusieurs éléments ici, les parallèles sont très frappants. L'un d'eux est l'idée que les Soviétiques étaient désireux d'occuper l'Afghanistan. Certains disaient qu'ils planifiaient cela depuis des décennies. C'est très similaire à la façon dont les Russes étaient supposément impatients d'occuper l'Ukraine. Et dans les deux cas, cela a été perçu comme une étape vers une agression supplémentaire. Il ne fait aucun doute, toutes les preuves dont nous disposons sur l'Ukraine montrent que cela a été entrepris avec la plus grande réticence. Les Russes ont repoussé cette décision pendant des années. Et encore une fois, selon moi, ils n'auraient pas dû envahir. Ils auraient dû accepter le fait que les États-Unis étaient déterminés à les humilier et accepter cette humiliation comme préférable à l'invasion.
Mais il ne fait aucun doute que les États-Unis auraient fait la même chose dans des circonstances similaires si, disons, la Russie ou la Chine avaient établi des bases au Mexique. C'est très clair. Et en Afghanistan, il y avait une extrême réticence à envahir. Les documents sont absolument clairs à ce sujet, tant les documents américains que soviétiques. Il y a eu une propagande massive, c'était l'inverse de ce qui était affirmé dans les deux cas. De plus, je pourrais ajouter qu'il n'y a aucune preuve dans aucun des documents soviétiques qu'ils avaient l'intention d'aller plus loin que l'Afghanistan. Ils voulaient occuper l'Afghanistan pour s'assurer qu'il ne représentait pas une menace à leurs frontières. Il n'a jamais été question d'aller jusqu'au Golfe Persique ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une invention de propagande pour le justifier. Un autre point, c'est que les Américains considéraient publiquement l'invasion de l'Afghanistan comme un revers stratégique énorme pour l'Occident, justifiant ainsi un important renforcement militaire. En privé, ils considéraient cela comme un atout. C'était une bonne chose. Brzezinski l'a dit dans une interview, cela a attiré les Soviétiques dans le piège afghan. C'était un piège pour eux. Et pendant 9 ans d'ailleurs, les Américains ont tout fait pour prolonger la guerre en Afghanistan et empêcher des règlements négociés, ce qui est une autre similitude avec l'Ukraine, où les États-Unis ont à plusieurs reprises bloqué des règlements négociés qui auraient pu prévenir ou arrêter la guerre dès le début. Donc, un autre parallèle que je dois souligner est la question de la guerre par procuration. Jusqu'en Afghanistan, les États-Unis étaient beaucoup plus enclins à utiliser des forces terrestres américaines régulières. Bien sûr, au Vietnam, ils envoyaient un demi-million de soldats réguliers. Désormais, le Vietnam a discrédité l'idée d'une guerre terrestre régulière. Le public n'aurait pas toléré cela. 58 000 Américains ont été tués. Beaucoup plus de Vietnamiens ont été tués, évidemment. Mais aux États-Unis, 58 000 Américains ont perdu la vie, et cela a discrédité toute l'idée de futures aventures reposant sur des soldats américains réguliers dans des zones de combat. À la place, on a donc adopté la doctrine de la guerre par procuration, que d'autres fassent la guerre à notre place. L'Afghanistan a été la première utilisation vraiment à grande échelle de cette technique. Et bien sûr, nous voyons cela se reproduire en Ukraine. C'est une guerre par procuration. Les Américains ne sont pas tués, ce sont les Ukrainiens qui le sont. C'est très similaire à ce qui s'est passé en Afghanistan. Il ne fait aucun doute que l'Afghanistan est en grande partie un modèle de ce que les États-Unis auraient aimé accomplir en Ukraine, même si cela n'a pas vraiment bien fonctionné pour les Américains dans ce dernier cas. C'est intéressant, c'est pas l'histoire qui se répète, mais la façon dont cela est devenu une formule. Parce qu'il y avait aussi Niall Ferguson. Il a interviewé tous ces dirigeants militaires et politiques américains et britanniques après l'invasion russe. Et il a publié cet article dans Bloomberg en mars 2022, où il disait en substance que tous les dirigeants britanniques et américains lui disaient la même chose. Maintenant que les Russes étaient entrés en Ukraine, la seule issue acceptable était un changement de régime à Moscou. Donc c'était une opportunité. Et il a même écrit qu'il s'agissait de saigner les Russes. C'était donc vraiment la même approche. On les attire, et ensuite, oui, on peut simplement les saigner jusqu'à faire tomber le gouvernement à Moscou. Et ce qui est frappant, c'est toute cette désinformation, non seulement de la part des gouvernements, mais aussi des médias, car toutes ces informations sont accessibles, et pourtant tout le monde doit répéter le même mantra. Non, non, c'était non provoqué, et nous voulons simplement que la Russie quitte l'Ukraine, car c'est la seule chose. Nous sommes uniquement motivés par des objectifs altruistes. Nous voulons juste aider les Ukrainiens. Mais bien sûr, je pense qu'une grande partie de ce discours s'effondre
quand on voit par exemple qu'une majorité d'Ukrainiens souhaitent une fin au conflit, alors que les Européens ne le veulent pas. Je voudrais aussi poser une question sur une autre guerre, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter sur la Yougoslavie. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Vous souhaitez passer à la Yougoslavie? Je comprends cela. Pendant les années 1980, il y a eu des efforts pour parvenir à un règlement négocié de la guerre. Les Nations Unies ont nommé Diego Cordovez, un diplomate équatorien, comme représentant spécial de l'ONU pour voir s'il était possible de trouver un règlement négocié. Cordovez a publié ses mémoires et il y explique que, assez tôt, je crois vers 1983, avant Gorbatchev, l'Union soviétique s'est lassée de la guerre. Elle a compris que c'était un bourbier et elle voulait trouver un moyen de se retirer sans perdre la face pour que cela ne ressemble pas à une défaite. Cordovez estimait que sa mission était de mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et de voir s'il pouvait trouver ce moyen de sauver la face, car cela faciliterait une sortie soviétique. Et il a dit que le principal obstacle à cela était les États-Unis et que publiquement, la position américaine était de faire sortir les soviétiques d'Afghanistan et d'armer les moudjahidines dans le but de les chasser. En privé, ce que disaient les responsables américains, c'est qu'ils voulaient prolonger la guerre aussi longtemps que possible pour saigner les soviétiques, c'était l'expression qu'ils utilisaient, pour saigner les soviétiques et affaiblir le régime. Et vous savez, si des centaines de milliers d'Afghans mouraient pour la cause, ce n'était pas un problème puisque ce n'étaient pas des Américains qui mouraient. Ainsi, les Américains n'ont cessé de torpiller les efforts de négociation, tout en soutenant publiquement les négociations, mais en les sapant en privé. Et il a dit que l'une des raisons pour lesquelles la guerre a duré si longtemps était le manque de coopération des Américains lors des négociations. Ce n'est qu'à la fin des années 1980, lorsqu'il y a eu un remaniement au sein de l'administration Reagan, et que certains des membres les plus intransigeants ont été écartés, en particulier William Casey, qui était le directeur de la CIA et est mort d'une tumeur au cerveau, ainsi que d'autres personnes impliquées dans des scandales et qui ont été écartées à cette occasion. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un règlement négocié a été trouvé. Et vous savez, la guerre a duré près d'une décennie. Elle a définitivement déstabilisé l'Afghanistan. Le pays ne s'en est jamais remis. L'Afghanistan en a donc payé le prix fort. On pourrait dire, du point de vue de Brzezinski, que les Américains ont gagné, sauf sur un point. Cela a tellement déstabilisé l'Afghanistan que ce pays est devenu le foyer d'incubation d'Al-Qaïda, entraînant une déstabilisation supplémentaire. Cela a conduit à une autre occupation par les Américains, près de 20 ans en Afghanistan, la plus longue guerre de l'histoire américaine, selon certains. Cela a contribué à déclencher la guerre en Irak. Cela a également contribué à déstabiliser la Syrie de manière indirecte à cause de la guerre contre le terrorisme. En réalité, la guerre en Syrie a contribué à déstabiliser l'Europe en provoquant des vagues de migrants menant au Brexit. Ainsi, décennie après décennie, il y a eu des effets de retour de flamme à partir de la décision initiale de déstabiliser l'Afghanistan en 1969. On peut donc dire que les Américains ont beaucoup perdu à cause de cela. Brzezinski a peut-être fantasmé que les États-Unis avaient gagné la guerre. Mais à long terme, les États-Unis ne l'ont pas gagnée. Les États-Unis ont perdu. Eh bien, pour passer à la Yougoslavie, j'ai pensé qu'il y avait aussi beaucoup de similitudes avec la situation actuelle. Et bien sûr, on peut commencer peut-être par le sabotage de la paix. Maintenant, évidemment, la guerre de Yougoslavie vous savez, on se concentre principalement sur la Bosnie et le Kosovo.
On peut rester sur 1999, oui, l'époque du Kosovo, mais un événement clé a eu lieu à Rambouillet, l'accord de paix, qui n'a pas été conclu parce que même, je me souviens qu'à l'époque, Kissinger avait fait un commentaire, quelque chose comme « Nous cherchions un prétexte pour bombarder ». Donc, fixer des conditions à un niveau que l'on savait que les Serbes ne pourraient pas accepter. Mais voyez-vous d'autres similitudes entre les guerres yougoslaves et la guerre actuelle en Ukraine? Il y a beaucoup de similitudes, clairement. L'important ici, c'est que tout comme en Afghanistan, cela a contribué à légitimer l'idée que l'intervention américaine et la guerre en général sont des choses positives, qu'elles servent des objectifs humanitaires. En Afghanistan, cela a aidé les courageux combattants de la liberté Moudjahidine à expulser les envahisseurs soviétiques, ce qui était considéré comme une bonne chose selon le récit dominant. En Yougoslavie, d'abord en Bosnie-Herzégovine, puis au Kosovo, l'intervention américaine a protégé les minorités ethniques contre la persécution et protégé les femmes contre le viol et les abus sexuels. Plus tard, elle a contribué à renverser le dictateur Slobodan Milosevic, ce qui a été accompli en 2000. Il y a eu tous ces effets positifs, et cette guerre était vraiment perçue comme la seule solution. Une autre chose très importante ici, encore une fois, c'est la dévalorisation publique des négociations. En Afghanistan, ça se faisait en privé, et en Yougoslavie, c'était public. Nous avions un récit, et ce récit était que Milosevic était tellement maléfique. Il existe des hommes tellement mauvais, avec des noms comme Milosevic, Kadhafi, et plus tard Poutine, qu'on ne peut pas négocier avec eux. Négocier avec eux d'abord est impossible parce qu'ils sont comme Hitler. On ne pouvait pas négocier avec Hitler. Ces personnes sont les mêmes qu'Hitler. Mais plus important encore, négocier avec eux est immoral parce que cela revient à faire des compromis avec le mal. Et quand on a affaire au mal, ce qu'il faut faire, c'est le vaincre militairement. Faire des compromis avec le mal est en soi une forme d'immoralité. C'est ainsi que cela a été présenté. Et beaucoup de gens, je pense, bien intentionnés, ont adhéré à ce récit. Il était très populaire à gauche, politiquement. J'ai été très frappé de voir comment, d'abord en Afghanistan, et de façon encore plus spectaculaire en Yougoslavie, la gauche est passée de l'anti-guerre et de l'anti-intervention à une position pro-guerre et pro-intervention. De la même manière, la gauche est aujourd'hui majoritairement pro-guerre en ce qui concerne l'Ukraine, à quelques exceptions près. Il y a quelques exceptions ici, mais la plupart de l'opposition à la guerre en Ukraine vient de la droite. Et c'est la Yougoslavie qui a contribué à façonner ce récit. Le récit est devenu très important ici. Et il est devenu très important de s'en tenir au récit. Et ce récit était favorable à l'intervention. Mon deuxième livre portait sur la Yougoslavie. Je pourrais ajouter que nous ne disposions pas de documents déclassifiés, comme en Afghanistan, ils n'étaient pas encore disponibles. J'ai utilisé le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui possède un grand nombre de témoignages sous serment de toutes les grandes figures américaines comme yougoslaves, donnant leur version de la guerre. Ils offrent un tableau très complet, ou du moins raisonnablement complet, de ce que faisaient les États-Unis là-bas. Et plusieurs choses en ressortent, notamment, encore une fois, le sabotage des négociations. La guerre de Bosnie aurait pu être évitée si des négociations avaient été menées à Lisbonne. Dans ce cas, c'est la communauté européenne qui menait les démarches au départ. Et les États-Unis ont saboté les négociations et provoqué la guerre. Il y a eu une guerre de 3 ans et demi avec 100 000 morts qui était probablement évitable car la guerre aurait pu être prévenue. L'argument avancé était que faire des concessions aux Serbes était inacceptable car les Serbes étaient considérés comme maléfiques et qu'on ne pouvait pas leur faire de concessions. C'est donc à cause de cela qu'il y a eu une guerre de 3 ans et demi.
L'Union européenne, alors appelée Communauté européenne, a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à la guerre prématurément. La médiation était assurée par David Owen, ancien ministre britannique des Affaires étrangères. David Owen, former foreign minister of Britain. And in his memoirs, again, he lays out that one of the principal... Et dans ses mémoires, encore une fois, il explique que l'un des principaux obstacles à toute issue négociée de la guerre était les États-Unis, qui bloquaient constamment ses efforts parce qu'ils insistaient sur le fait qu'une victoire militaire était la seule option acceptable. Ainsi, en 1995, l'OTAN a lancé une vaste campagne aérienne dirigée par les États-Unis. Elle a vaincu militairement les Serbes, avec l'aide de forces terrestres fournies par la Croatie. Ce n'est qu'à ce moment-là que les États-Unis ont accepté d'envisager un règlement négocié, mais à leurs propres conditions. Ce règlement négocié était remarquablement similaire à ce que les Européens proposaient depuis des années et qui aurait pu être conclu bien plus tôt. Mais je pense que ce que les Américains voulaient, c'était quelque chose pour justifier l'OTAN et donner un nouveau souffle à l'OTAN. L'OTAN ne semblait plus avoir de raison d'être après la guerre froide. Maintenant, elle avait un nouveau but. Elle avait une victoire militaire. Plus personne ne parlait de l'irrélevance de l'OTAN. Les Européens, pendant les années 90, on l'oublie souvent, il y avait un degré remarquable d'indépendance de la part des Européens. Et il y a eu une initiative importante menée par la France et l'Allemagne pour faire de l'Union européenne un acteur indépendant dans les relations internationales, indépendant des États-Unis, afin de contrebalancer l'unilatéralisme américain. Et les États-Unis ont tout fait pour bloquer cela. Et c'est en Yougoslavie qu'ils ont atteint cet objectif. Le Kosovo a été une seconde itération de cela. Là encore, des négociations menées par la Grande-Bretagne et la France visaient à une résolution pacifique de la guerre du Kosovo. Les États-Unis ont torpillé ces efforts, ce qui a conduit à une guerre aérienne de 68 jours, plus intense que celle en Bosnie, menée par l'OTAN, qui a vaincu les Serbes. L'accord de paix était remarquablement similaire à ce que la France et la Grande-Bretagne avaient presque obtenu lors de leurs négociations. Mais ce que les États-Unis voulaient, c'était une victoire militaire. Là encore, cela a sapé les efforts européens d'indépendance et démontré que l'OTAN est la seule option possible. Je pense que c'est après la guerre du Kosovo que l'Europe a complètement renoncé à son indépendance et a décidé, si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. Et la France a résolu qu'elle devrait réintégrer pleinement le commandement militaire intégré de l'OTAN qu'elle avait quitté en 1966, ce qu'elle a fait. Je pense que la Suède et la Finlande ont commencé à s'orienter vers la fin totale de leur neutralité. Et cela a, selon moi, mis l'Europe sur la voie pour devenir un vassal à part entière des États-Unis, ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est la Yougoslavie qui a permis cela. La Yougoslavie a aussi donné une très bonne image de la guerre. Après cela, la gauche politique a en grande partie aimé la guerre et a abandonné son anti-interventionnisme. Dis-moi si tu veux intervenir à ce sujet, Glenn. Eh bien, c'était simplement une belle introduction. Les guerres de Yougoslavie à l'ère de l'hégémonie libérale. Comme tu l'as dit, la droite politique, du moins avec les néoconservateurs, cherchait l'hégémonie, tandis que la gauche politique cherchait à défendre le libéralisme et l'humanitarisme. Et donc dans ces guerres, on les a vus s'unir, main dans la main, pour soutenir les bonnes guerres. Et oui, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles ces guerres étaient considérées comme bonnes, c'était aussi l'idée que nous étions réellement du côté du peuple. J'ai trouvé cela fascinant, car nous n'étions plus en guerre contre des pays, nous étions en guerre contre de mauvais dirigeants. C'est ça. On l'a vu avec Milosevic. Nous ne faisions que combattre Milosevic. Et puis on se retrouve simplement à combattre Saddam Hussein,
puis Kadhafi. Maintenant, vous voyez, on parle de combattre Poutine. Je veux dire, je me dis, si vous deviez... Toute cette explication des guerres, c'est comme ça qu'on expliquerait un conflit à un petit enfant. Ce serait... Eh bien, tu sais, ici, la raison pour laquelle il y a un conflit, c'est parce qu'il y a un méchant là-bas. Si on enlève le méchant, alors il y aura la paix. Et tu sais, tout le monde nous remerciera, même ceux contre qui on se bat. Et ce genre de radicalisme est maintenant accepté par tout le monde. Et c'est assez étrange, parce qu'on dépouille chaque conflit de tout intérêt national concurrent. On les dépouille de toute complexité. Et on se retrouve avec cette vision des gentils contre les méchants. Nous sommes simplement ici pour défendre la liberté et les droits. Et là-bas, il y a juste cet homme vraiment, vraiment mauvais. Et encore une fois, si on fait le lien avec la guerre actuelle en Ukraine, c'est la même chose. On parle sans cesse de Poutine. Mais vous savez, il y a un pays, la Russie. Nous n'avons pas un problème avec Poutine. Nous avons un problème avec la Russie. La Russie, je ne pense pas qu'il y ait un autre dirigeant qui agirait différemment de la façon dont Poutine agit actuellement. Mais nous sommes en quelque sorte obligés de ne parler que d'un seul individu, un Poutine très diabolisé. Et une fois qu'on fait cela, il n'y a plus de référence à l'intérêt national. Il ne représente pas son pays. Vous savez, c'est un voyou du KGB. Et on s'attarde sur sa personnalité. Et c'est là que s'arrête l'analyse. C'est très oui, cela abaisse le niveau de façon incroyable. Je pense que vous avez touché à quelque chose de très important, à savoir la personnalisation du conflit et l'attribution de tous les problèmes à des hommes spécifiquement maléfiques. Encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est le genre de choses qu'on dirait à un petit enfant. Cela me fait penser à une bande dessinée, peut-être celle que je lisais quand j'avais 8 ans, ce genre de choses. Et il est étonnant que des personnes instruites puissent se laisser prendre par ce type de récit. Mais manifestement, c'est le cas. Et c'est un point que je veux souligner en contraste. À quel point cela est bien moins sophistiqué que ce que nous avions pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait toutes sortes de propagande absurde, bien sûr, contre le communisme, l'Union soviétique, Joseph McCarthy ou J. Edgar Hoover, je veux dire, toutes sortes d'affirmations ridicules. Néanmoins, personne n'a jamais vraiment dit que nous étions en guerre contre Joseph Staline. Ce n'était pas Staline, c'était le communisme. Le niveau d'analyse était bien plus sophistiqué pendant la guerre froide que ce que nous voyons aujourd'hui. Et il est remarquable de constater que, à la fin de la guerre froide, ce que l'on a vu revenir, c'est cette idée, encore une fois, d'homme maléfique, la théorie du grand homme dans l'histoire. Certains de ces hommes étaient vraiment mauvais. Milosevic était certainement un très mauvais acteur. Kadhafi était mauvais. Je n'aime pas vraiment Poutine, honnêtement. C'est une figure autoritaire. Je n'aime pas beaucoup l'autoritarisme, mais l'idée que tous les problèmes proviennent d'hommes mauvais est une simplification de l'analyse qui est embarrassante à entendre. Néanmoins, cette idée existe, elle est très populaire, et il est remarquablement difficile de la contester. Un autre élément que vous aviez, je pense, c'est l'évolution d'une idéologie néoconservatrice, qui était vraiment une idéologie très claire, développée dans les années 1970 par des intellectuels assez sophistiqués, beaucoup d'entre eux issus du milieu universitaire, qui réagissaient à ce qu'ils percevaient comme une faiblesse après le Vietnam et voulaient établir les États-Unis dans une position de militarisme sans retenue. Je pense que leur modèle était Israël. Israël utilise fondamentalement la force sans vraiment s'en excuser. Il attaque, il ne se défend pas. Et je pense que les néoconservateurs ont vraiment apprécié l'idée de la guerre offensive, pas de la guerre défensive. Et Israël, pas totalement mais en grande partie, dédaigne les négociations. Israël compte sur la force, et les États-Unis, eux aussi, devraient compter sur la force.
Faire d'Israël un modèle pour ce que devraient être les États-Unis, je pense que cela a toujours été une idée néoconservatrice. John Mearsheimer estime que le lobby pro-israélien est responsable de cela. Et il n'y a aucun doute, il a coécrit un excellent livre sur le lobby pro-israélien. Cela fait partie de l'explication, mais je pense que l'autre partie, c'est que le lobby pro-israélien est en quelque sorte devenu le gouvernement américain. Les néoconservateurs sont devenus de plus en plus influents au sein du gouvernement américain, et c'est l'idée israélienne qui s'est imposée dans le gouvernement américain, pourrait-on dire. Et c'était leur modèle. Cela s'est fait progressivement. L'Afghanistan a été le premier cas test du néoconservatisme, utilisant la victoire totale comme objectif, dénigrant les négociations, provoquant la guerre, mentant au public à ce sujet. Toutes ces choses ont été faites de manière très consciente et cynique. Brzezinski était tout à fait dans le camp néoconservateur. Et maintenant, nous le voyons à nouveau. Cela se répète encore et encore. La guerre contre le terrorisme, nous l'avons vu. Nous l'avons vu lors du renversement de Kadhafi. C'est très influent dans les deux parties. Ce que nous voyons ici, je pense, c'est une idéologie intrinsèquement hostile à toute idée de négociation et qui repose sur la victoire totale par la force militaire. Et c'est bien sûr ce qu'ils veulent obtenir en Ukraine. Le seul problème pour eux, c'est qu'y parvenir en Ukraine est impossible. Encore une fois, je pense que le mot-clé est propagande politique, car dans la propagande, l'objectif principal, surtout dans la propagande de guerre, est de présenter les guerres comme vertueuses. C'est clairement le cas aussi pour l'Ukraine. Ce qui m'a frappé dans la guerre de 1999 contre la Yougoslavie, c'est que du moins de mon point de vue, c'est aussi ce qui a commencé à briser le droit international en établissant une alternative. Car c'est lors de cette guerre qu'on a soutenu que oui, la guerre n'était pas légale, puisqu'elle n'avait pas de mandat de l'ONU, mais qu'elle était légitime. Et pour moi, cela, c'était très dangereux, car on dissocie la légitimité de la légalité. Et on peut toujours se demander, qu'est-ce qui rendait cela légitime? Si ce n'est pas légal, quelle est l'autre source de légitimité? Eh bien, c'était au nom des valeurs libérales et démocratiques. Et puis, vous savez, cela est devenu une sorte de clause d'exemption, un cas où l'on peut mettre de côté le droit international. Mais alors, les Chinois, les Russes, les Iraniens, ont-ils le droit de faire cela? Non, parce qu'ils n'ont pas les références libérales et démocratiques. Cela a donc créé un système à deux vitesses, où l'Occident s'est octroyé la prérogative d'enfreindre le droit international. Car nous pouvons dire que nous avons une justification alternative, une justification qui ne nous est réservée qu'à nous. Alors maintenant, après cela, on se retrouve dans des situations comme celle du Kosovo, en 2008, où nous reconnaissons son indépendance. Et nous pouvons dire, vous savez, que c'est un cas unique. Nous avons le droit de mettre de côté le droit international. Mais lorsque la même excuse est utilisée par les Russes en 2014, elle est rejetée. Les Russes ne pouvaient pas non plus invoquer l'humanitarisme comme excuse pour intervenir dans le Donbass, par exemple. Donc c'est très, oui, je pense que pour moi, en 1999, cela a été un moment clé qui a commencé, je suppose, à remettre en cause tout le concept de règles communes. Vous savez, l'historien britannique E.H. Carr disait déjà dans les années 1930 que les grandes puissances considèrent toujours qu'il leur revient de définir la morale. Et elles voient toujours un objectif moral à l'affirmation de leur puissance. C'est tout à fait normal. Vous savez, la Grande-Bretagne avait le fardeau de l'homme blanc. Ils n'ont pas conquis la moitié du monde par intérêt personnel. Ils l'ont fait par altruisme. La France avait la mission civilisatrice. Même chose. C'est une rationalisation très courante de l'usage de la force par les grandes puissances. Ce qui est très intéressant cependant, c'est qu'en privé,
il régnait un cynisme plus ou moins assumé à ce sujet. Une illustration de cela remonte à 1999, alors que les États-Unis se préparaient à la guerre au Kosovo et voulaient rallier les Britanniques à leur cause. Et là encore, même la Grande-Bretagne était bien plus indépendante à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et le ministre britannique des Affaires étrangères, Cook, a dit à Madeleine Albright, la secrétaire d'État, que les Britanniques étaient assez méfiants à propos de cette idée, car ils n'obtiendraient pas l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dit « Nos juristes pensent que ce serait illégal ». Et Albright a répondu « Eh bien, pourquoi ne pas engager de nouveaux juristes ? C'est ce que nous ferions », indiquant que les États-Unis n'avaient aucun respect pour le droit international. Ce n'est qu'une simple nuisance, une trivialité à ignorer. Une question sur la base morale de cela. Il y avait beaucoup de discours moralisateurs, mais était-il vraiment moral de torpiller les négociations et de déclencher une guerre qui était inutile, et de faire tuer des gens, des milliers, au Kosovo et des dizaines de milliers en Bosnie, alors que des négociations auraient probablement permis de résoudre le problème sans guerre? Est-ce vraiment une base morale? Cela semble très improbable. Mais néanmoins, ce qui est très frappant ici, c'est que les États-Unis n'aiment pas la reddition de comptes. Voyez-vous, si vous devez passer par les Nations Unies, il y a une responsabilité. Si vous devez respecter le droit international, il y a une responsabilité. Mais les États-Unis n'aiment pas la reddition de comptes, ce qui est tout à fait naturel après tout. Si vous avez le pouvoir, vous avez toutes les raisons de vouloir vous passer de la responsabilité. Personne n'aime rendre des comptes, après tout. Et cela vous donne la possibilité, si vous avez le pouvoir, de simplement faire ce que vous voulez. Et c'est la position des États-Unis. Nous devrions pouvoir faire ce que nous voulons. Et nous pouvons le définir comme moral parce que nous avons le pouvoir. En effet, c'est certainement ce que les États-Unis ont fait en Yougoslavie. Et c'est ce que les États-Unis font en Ukraine. Yugoslavia, and that's what the US is doing now in Ukraine. Eh bien, c'est un problème lié au droit international. Le principe fondamental, du moins selon la Charte des Nations Unies, et d'un point de vue plus réaliste en politique, est qu'il doit y avoir une contrainte mutuelle pour que le droit international fonctionne. Parce que le droit international implique de renoncer à certaines de ses propres options en matière de politique étrangère en échange de la réciprocité, et donc de la prévisibilité. Mais si personne ne peut vous contraindre, alors que vous pouvez contraindre les autres, pourquoi accepteriez-vous un droit international fondé sur le principe de la contrainte mutuelle? C'est pourquoi il était courant, dans les ordres hégémoniques, de s'attendre à ce que le droit international et les règles soient modifiés vers un système où, encore une fois, les contraintes demeurent pour les autres, mais sont réduites pour soi-même. Je pense que c'est ce que l'on observe avec ce qu'on appelle l'ordre international libéral, ou l'ordre international fondé sur des règles, dans lequel on peut choisir les principes que l'on souhaite suivre. C'est pourquoi, à mon avis, dans les années 90, nous avons commencé à introduire tous ces nouveaux concepts. La promotion de la démocratie, l'interventionnisme humanitaire et la guerre mondiale contre le terrorisme. Toutes ces choses avaient un point commun. La souveraineté était réduite pour les autres, mais pas pour nous. Et je pense que ce sera l'un des ajustements les plus difficiles dans l'ordre multipolaire. Revenir en arrière et reconnaître que les contraintes imposées aux autres doivent aussi s'appliquer à nous. Et les prochaines années ne seront pas faciles. Avant de conclure, avez-vous d'autres réflexions sur la façon dont l'Afghanistan ou la Yougoslavie pourraient être reliés à la situation actuelle? Quelque chose qui m'a toujours fasciné tout au long de ma carrière, c'est l'émergence d'une gauche pro-guerre, d'où je viens. Dans les années 1970, pendant et après la guerre du Vietnam, et pendant une longue période,
la gauche était très anti-interventionniste. Il y avait une division très nette entre la gauche et la droite en matière de politique étrangère. La droite était interventionniste et militariste, tandis que la gauche était, pour la plupart, anti-interventionniste et anti-militariste. C'était une différence très claire. Mais cela a commencé à s'effriter en Afghanistan, et cela s'est vraiment effondré dans les années 1990 pendant la guerre en Yougoslavie. On a vu apparaître ce qu'on appelle les interventionnistes libéraux, qui sont essentiellement les mêmes que les néoconservateurs, mais à gauche. Par gauche, j'entends la gauche traditionnelle, le Parti démocrate aux États-Unis, le Parti socialiste en France, les sociodémocrates en Allemagne, mais aussi la gauche militante. Des personnes plus à gauche ont commencé à parler de l'interventionnisme en des termes positifs, comme beaucoup le font aujourd'hui à propos de l'Ukraine. Ainsi, il y a vraiment eu une transformation. La gauche avait été, du moins publiquement, un certain contrepoids dans le débat public sur l'idée d'un militarisme pratiquement sans limite. Et cette retenue a disparu parce que la gauche est devenue une sorte de groupe de supportés pour l'intervention. Nous n'intervenons pas assez. Nous devrions intervenir davantage, disaient beaucoup d'entre eux. Beaucoup à gauche disaient que nous aurions dû intervenir au Darfour, que nous aurions dû intervenir au Rwanda, que nous aurions dû faire plus d'interventions. Donc je pense que la structure narrative de la façon dont ces guerres ont été vendues au public a transformé le débat politique d'une manière irréversible. Et cela reste très présent aujourd'hui. Oui, maintenant, encore une fois, dans le passé, la gauche politique plaidait souvent pour la paix comme étant l'absence de guerre, donc en recherchant des solutions non violentes au conflit, ou la diplomatie, tout cela. De nos jours, il semble qu'ils se considèrent toujours comme faisant partie d'un mouvement pacifiste. Mais au lieu de cela, sans vouloir trop simplifier, la paix dépend désormais essentiellement du fait de bombarder les méchants, n'est-ce pas? Et ils espèrent qu'en les éliminant, ils parviennent à la paix. Donc encore une fois, ils ont en quelque sorte été entraînés dans ce récit de la bonne guerre également. Je le constate aussi avec la guerre en Ukraine. Ils considèrent qu'il est profondément immoral de ne pas envoyer d'armes dans une zone de conflit. Il devient profondément immoral de légitimer l'adversaire en, vous savez, lui parlant. Je trouve intéressant de voir à quel point le mouvement pacifiste en général a été récupéré, au point que les gens croient désormais que la paix consiste simplement à envoyer plus d'armes et à vaincre le mal. Un langage moralement suffisant en est venu à définir la vision de la gauche sur la politique étrangère. Cette autosatisfaction morale semble constituer une justification en soi. Oh oui, professeur Gibbs, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous pourrez revenir. Oui, j'aimerais bien, merci.